Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie et bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel. Je reçois aujourd'hui Dr Mathieu Touchette, professeur titulaire, vice-doyen aux études médicales postdoctorales de l'Université Sherbrooke et interniste au CHUS. Dr Touchette a fait sa formation à Sherbrooke et ensuite son fellowship à Paris en évaluation périopératoire. Donc, merci de te joindre à moi pour cette activité. Dans les 60 prochaines minutes, nous allons déboulonner les mythes de l'évaluation préopératoire et favoriser une approche pragmatique favorisant la pertinence. Excellent, merci beaucoup André. Donc bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous par balado aujourd'hui pour parler d'un de mes sujets préférés, la médecine périopératoire. Puis j'espère qu'on va aller assez loin pour déboulonner quelques mythes, dont la pertinence des fois de certaines consultations et de ce qu'on est capable de faire en médecine interne. Je pense que ça va être les prochaines minutes vont être très intéressantes. Ah, j'en doute pas du tout, d'autant plus avec la pertinence qui est un sujet tout à fait d'actualité. Je pense que c'est tout à fait à propos. Excellent. Non, je te laisse la parole pour débuter cette présentation. Super, merci André. Écoutez, je vais commencer avec quelques chiffres juste pour vous montrer l'importance du sujet dont on va traiter aujourd'hui. Je pense que c'est un des balados les plus importants que vous allez avoir fait à l'association. Il y a à peu près 450 000 chirurgies qui sont pratiquées annuellement au Québec. On sait qu'on en voudrait davantage, c'est clair, mais pour le moment, c'est ça les chiffres. Puis il y en a au plus du 2 tiers là, qui sont effectués en chirurgie d'un jour. Et je vais revenir tout à l'heure sur l'impact de ça. La chose que les plus vieux d'entre vous probablement avez vue, c'est que la population que vous opérez a bien changé dans les dernières années. Hein. Plus d'un patient sur 5 maintenant est âgé de 65 ans ou plus, sont hypertendus, dyslipidémiques, en fibrillation auriculaire, coronarien. Donc, vous opérez des gens de plus en plus âgés, de plus en plus malades. Ce qui fait que la mortalité post-opératoire à 30 jours, bien qu'elle ait légèrement diminué, ça a diminué d'à peu près 10 dans les 10-15 dernières années, ça reste à 1,8 c'est quand même près d'un patient sur 50 qui va décéder en post-opératoire à 30 jours. Plus de 70 des patients vont décéder durant leur séjour hospitalier. Quelques-uns vont décéder à la maison suite au congé, ça arrive. Et c'est surtout quand on parle de, je reprends les défenseurs du Canadien des années 70, c'est surtout le Big Three qui cause les décès pendant le séjour hospitalier, essentiellement les saignements, les dommages myocardiques, mais également le sepsis, peut-être un peu de façon moindre, mais les saignements et dommages myocardiques sont clairement surreprésentés dans les causes de décès. Pour vous, en chirurgie générale, écoutez, vous êtes à peu près dans notre moyenne du taux de complications périopératoires. Vous êtes un groupe un peu difficile à définir parce que vous faites de tout. Vous faites des chirurgies du sein à très, très faible risque de mortalité, de morbidité périopératoire. Puis de l'autre côté, bien, des gens comme toi, André, qui ouvraient le foie en deux puis qui changeaient tout ce qui raboute ce coin-là. Bien, à ce moment, on parle de facteurs de risque de mortalité et de morbidité périopératoire de plus de 5 de près de 10 Mais sinon, dans la moyenne, c'est à peu près 3,5-4 de mortalité morbidité périopératoire pour les chirurgies générales. OK. Je parlais tantôt, puis je vais juste aller là dans les généralités. Donc, pour ce qui est des chirurgies d'un jour, j'en ai glissé tout à l'heure que la majorité des chirurgies se font en chirurgie d'un jour. Pourquoi j'y reviendrai à peu près pas pour le reste du balado? Je vais surtout parler, en fait, presque seulement parler des chirurgies chez les patients hospitalisés. C'est que les chirurgies d'un jour sont classiquement décrites comme des chirurgies de faible risque avec moins de 1 d'événements post-opératoires. Et partout où on consulte, on voit qu'il n'y a pas de précaution cardiovasculaire particulière à prendre chez ces patients-là. Je vous dis ça aujourd'hui en 2025, ça pourrait très bien changer si vous me invitez pour un autre balado ou quelque chose d'autre dans 5 ou 6 ans. Les durées de séjour, vous savez, sont à la baisse. La chirurgie minimalement invasive continue de faire des progrès et les données sur les chirurgies d'un jour datent du début des années 2000. Donc, je ne serais pas surpris d'ici 2, 3, 4 ans qu'on ait des recommandations vraiment même chez les patients qui subissent des chirurgies d'un jour. Donc, on n'a pas d'ajustement pour l'instant sur les chirurgies d'un jour qui sont avec le RRAC beaucoup plus large, telle la chirurgie colique, la chirurgie bariatrique en chirurgie d'un jour. C'est pas tout à fait ça encore, les données? Non, pas encore. C'est pour ça qu'on va les avoir dans quelques années, j'ai l'impression. Mais pour le moment, bien que oui, on essaie de prendre des précautions particulières, mais j'ai absolument aucune preuve que ça marche ou aucune donnée sur la surveillance ou quoi que ce soit en périopératoire. OK.
Donc, on va y aller par système, là. Tu sais, on a organisé ça avec la docteur Touchette pour le système cardiaque, ensuite le système respiratoire, le système rénal, le système endocrinien. Donc, c'est un programme ambitieux là, parce qu'on inclut dans tout ça la gestion de la médication, mais avec un grand orateur, ça va le faire. Écoute, je vais essayer de ne pas trop prendre la pression sur moi. Donc, je sens que tu vas m'aider là-dedans. Mais effectivement, c'est un sujet qui est excessivement vaste, la médecine périopératoire. Donc, on va essayer de la compartimentaliser, mais reste que ça va être un exercice un peu périlleux pour garder ça très intéressant. Donc, on reste avec l'avantage du balado. Vous pouvez le réécouter aussi souvent que vous voulez. Mais bon, ça nous ramène encore avec la pertinence. Est-ce qu'il y a des tests à demander en préopératoire? Ça, c'est une excellente question, Dr. Bégin. En fait, je le mets là-dedans, puis vous allez voir, je vais venir au test, mais un des, je le mets en gros guillemets, tests pédopératoires qu'on peut faire, c'est une consultation. Une consultation à un interniste, à un cardiologue, à un endocrinologue, à n'importe qui d'autre pour vous aider autour de la période chirurgicale. Puis moi, en fait, ma réponse, peu importe ce que les lignes directrices de l'INES ou n'importe où vont vous dire, je pense qu'en consulter, c'est quand vous en avez besoin. Ce qu'il faut comprendre, par contre, du consultant, c'est qu'on a trois rôles. Un, estimer le risque qui est associé à la chirurgie. Deux, optimiser la condition médicale du ou de la patiente et assurer une surveillance aux besoins. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est aussitôt que vous avez comme question, est-ce qu'opérer, c'est raisonnable? Le patient a des nouveaux symptômes ou une condition grave non contrôlée ou de la gestion de médication, probablement que de demander un coup de main de la part, entre autres, d'un interniste, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est certainement une bonne idée. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à part pour une diminution du report de chirurgie le matin même, aucune autre preuve qu'on sert à quelque chose en médecine interne. Il faut être humble quand on est en médecine interne, mais nos consultations pério-opératoires, ce n'est pas si certain que ça qui servent à grand-chose, sauf de vous empêcher de faire annuler des patients le matin. Je reprends les données juste de l'INES là-dessus parce que ça, c'était un peu mon avis, mais pour ce qui est de l'INES, ce qu'on va vous dire, s'il y a des patients qui sont sans problème de santé avec des chirurgies à faible risque, la chirurgie à faible risque en chirurgie générale, on parlait à ce moment dans les recommandations de biopsie ganglionnaire, de cholécystectomie par laparoscopie, de cure d'hernie inguinale ou ombilicale, de drainage d'abcès mammaire, d'hémorroïdectomie ou de mastectomie et tumorectomie. Chez ces patients-là, si le patient est asymptomatique ou il y a une pathologie stable, on ne devrait pas demander de consultation et aucun test de routine. Pour les autres patients qui ont des pathologies sévères, mal contrôlées, aggravées, des chirurgies qui ne sont pas à faible risque, à ce moment-là, on peut considérer une consultation si la condition cardio-pulmonaire est mal contrôlée, s'il y a des symptômes nouveaux, des troubles de l'hémostase. Mais encore une fois, je vous vendais qu'il n'y a probablement pas de tests de routine qui sont absolument faire la routine chirurgie pour dire quelque chose, qui vont être franchement utiles. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aucun test de routine n'a jamais démontré une utilité réelle en chirurgie à faible risque. On a quelques études là-dessus, des consultations préopératoires, souvent 4 à 6 semaines avant la chirurgie, avec des patients qui avaient des maladies systémiques, mais qui étaient légères. 10 de tests anormaux, mais la plupart du temps, c'était attendu et aucun n'a amené un changement dans la prise en charge des patients. Donc, on ne teste pas juste pour tester chez ces patients-là. De façon générale, on va tester si on cherche quelque chose. Je pense qu'on est de plus en plus sensible à ça, mais si je me reporte tout juste à quand j'étais résident, là, tous les patients avaient un ECG, une formule sanguine, des créates, des ions. Donc, on comprend bien que ce n'est pas très utile pour les chirurgies à faible risque. Exact. En fait, même en chirurgie à faible risque, c'est probablement complètement inutile. Je vais même aller jusque-là. Puis si c'est des chirurgies hautes qu'en faible risque, donc vous êtes en chirurgie modérée ou risque plus élevé, encore là, il y a une poignée de tests seulement qui ont été démontrés qui servaient à quelque chose. Si je les nomme, la formule sanguine, si il y a un soupçon d'anémie, ce qui peut arriver quand même fréquemment en chirurgie générale ou s'il y a une histoire de saignement. Les électrolytes, la créatinine, s'il y a une pathologie rénale connue ou une prise de médication qui affecte la fonction rénale. Et probablement que pas mal des autres choses ne sont pas très utiles. Glucose, enzyme hépatique, analyse d'urine, radiographie pulmonaire, sauf si vous avez des symptômes spécifiques, on sait que ça ne sert à rien. L'hémostase, ça on le voit pas mal toujours, l'ENR puis le PTT. En fait, si on n'a pas d'histoire chez le patient de saignements anormaux, on sait que c'est clairement inutile. Puis il y a plus de 30 études qui vont dans ce sens-là. Donc, on en voit tout le temps, mais bien franchement, on ne fait jamais rien avec parce que ça ne sert à rien. Puis le clou final dans les tests un peu de routine, c'est l'électrocardiogramme. On sait que le Collège des médecins l'exige pour des chirurgies qui sont faites hors des centres hospitaliers chez une certaine stade de patients. Donc, moi, ceux que je vois, tout le monde a des ECG avant une chirurgie. Ça n'a jamais rien démontré par rapport à l'histoire et à l'examen dans ce contexte-là. Puis l'idée d'avoir un comparatif,
Écoutez, on est capable de lire un ECG même sans avoir de comparatif. Donc, on n'a jamais démontré. Donc, oui, c'est demandé, puis ce n'est pas nécessairement une mauvaise pratique, ça ne coûte pas cher, mais juste vous dire, si jamais vous avez oublié l'ECG avant chez un patient là, en test de routine, et je le mets entre guillemets, surtout ne vous blâmez pas, vous avez probablement fait de la bonne médecine. Excellent. Donc, on teste juste si on cherche quelque chose, finalement. Exactement. Il n'y a pas de bonnes raisons de tester si on ne cherche pas quelque chose. Excellent. Donc, avant de parler de la réduction de risque, est-ce qu'on peut définir c'est quoi un événement cardiaque post-opératoire? Tout à fait, parce que tantôt, je parlais du Big Three. Je pense que tout le monde, vous le savez, c'est quoi un sepsis, vous savez c'est quoi un saignement, en fait, probablement même beaucoup mieux que moi. Mais le troisième, le Larry Robinson du Big Three, c'est les dommages myocardiques. Puis quand on pense dommages myocardiques, spontanément, on va penser à l'infarctus pério-opératoire, le vrai, le patient qui se prend la poitrine, qui a de la misère à respirer, l'électro, un sus ou un sous-décalage. Quand ça arrive, j'allais dire c'est bien le fun. Je n'irai pas jusque-là, là, mais c'est facile à reconnaître, je vais le dire comme ça. Mais c'est moins d'un patient sur 20 qui va montrer son dommage myocardique de cette façon-là. La plupart restent asymptomatiques, ils ont de la médication. Les changements électrocardiogrammes sont difficiles souvent à interpréter. Donc, oui, bien que ça affecte un infarctus justement qui est diagnosticable ou symptomatique, ça altère le pronostic. Ce n'est pas le seul dommage myocardique qui va amener des complications, qui va amener de la mortalité périopératoire. Et c'est là que le nouveau concept, je dis nouveau, mais ça fait au moins presque un peu plus de 20 ans qu'on le connaît, c'est le dommage myocardique mineur post-chirurgical. On le définit comment? On le définit par une élévation des troponines qui est, on n'a pas le choix, on dit probablement d'origine ischémique cardiaque. On élimine les autres causes. Il n'est pas en FA, il n'est pas en sepsis, il n'a pas perdu 2 litres de sang. Et quand on regarde ça, c'est presque un patient sur 6, un patient sur 5 qui va avoir cette élévation des troponines-là en post-opératoire. Quand je parle d'élévation de troponine, je parle de quoi? Bien, je parle d'une élévation de plus de 65 pour les troponines ultrasensibles ou entre 20 et 65, mais une élévation dynamique de plus de 5. Vous voyez que c'est quand même passablement de patients, c'est quand même beaucoup de patients qui vont avoir ça, comme je disais, presque 1 sur 5. Pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que si vous avez cette élévation-là de troponine, c'est associé à peu près 20 d'événements cardiovasculaires majeurs à 30 jours, dont près de 10 de mortalité. Donc, seulement en faisant ce test-là, on vient d'identifier un sous-groupe de patients qui vont aller moins bien en périopératoire, qui peuvent vraiment décéder de complications cardiaques. OK. Puis maintenant, donc, ça revient à faire des tests. Donc, chez quel patient on va avoir à faire des troponines diées pendant quelques jours ou encore on revient peut-être en arrière, en avant, je ne sais plus, mais des pro-BNP? Quand est-ce qu'on fait tout ça, là? Super intéressant. Donc, ça nous amène un peu à la prochaine chose que si je vous parle de faire des troponines en post-opératoire, c'est qu'on fait une surveillance post-opératoire. Juste avant de passer chez qui on devrait faire ces surveillances-là, juste vous dire, en même temps qu'on fait les troponines, on fait aussi des électrocardiogrammes. Bon, il faut les lire, mais le meilleur, c'est l'électrocardiogramme en salle de réveil. Puis s'il y a un changement aussi, ces patients-là sont à plus haut risque. Donc, c'est le combo électrocardiogramme et élévation de troponine qui va nous permettre d'identifier les patients. Mais si je reviens à ta question, André, parce que c'est même très intéressant. Donc, chez qui on va faire ça? Parce qu'on ne fera pas ça chez tout le monde. Bien, vous avez compris, c'est chez les patients qui restent à l'hôpital. On n'envoie pas d'infirmiers faire des troponines le lendemain quand le patient est à la maison. Ne riez pas si vous étiez en train de sourire en écoutant ça, mais ça pourrait très bien arriver dans 4-5 ans. Je sais qu'on a déjà commencé à regarder ça pour voir, parce que comme je vous dis, des patients meurent après leur congé de l'hôpital, puis la chirurgie d'un jour, c'est plus l'ancienne chirurgie d'un jour. Tu l'as bien dit tantôt, André, c'est des patients beaucoup plus malades avec des chirurgies beaucoup plus conséquentes aussi. Mais je l'électropédale et je l'amène enfin à la réponse à la question. Ça m'a pris du temps. Mais chez qui on va vouloir surveiller? Bien, la réponse, c'est chez les patients les plus malades. Et comment est-ce qu'on les identifie, ces patients-là, les plus malades, avant la chirurgie? C'est avec un questionnaire, je pense que tout le monde connaît dans votre communauté, puis ici aussi, qui est l'indice de risque cardiaque révisé qui date de 1999, donc ce n'est pas d'hier, et chez qui on répond à 6 questions et ça nous donne déjà une idée de comment le patient va se comporter en post-opératoire. Quelles sont ces 6 questions-là? Bien, si ce patient subit une chirurgie intrapéritonéale complexe, si le patient est connu coronarien, connu insuffisant cardiaque, connu vasculaire, un diabète insulino-nécessitant, ou une insuffisance rénale avec une créatinine au-dessus ou égale à 177 micromoles par litre. Vous n'avez rien de ça, ça va bien se passer. Vous êtes entre le 0 et 2 de complications.
À l'inverse, vous êtes à 2 ou à 3, bien, vous êtes plus élevé. Tantôt, je vous parlais d'à peu près 3,5-4 % en chirurgie générale. Mais si vous répondez à 2 ou 3 de ces questions-là, vous êtes au-dessus de 7 %. Ça peut monter jusqu'à 15-20 % si vous êtes au-dessus des 3 critères. Si vous êtes à un seul critère, on parle de 1 à 5 % de complications post-opératoires. Donc, c'est un peu la première chose qu'on va faire pour essayer d'identifier ces patients-là. C'est un simple questionnaire de 6 questions, donc très facile. Si je vais un petit peu plus loin, vous allez me dire, bien, là, Mathieu, c'est super décevant. Tu nous parles d'un questionnaire de 6 affaires fait en 99. Vraiment, on t'a invité à faire un balado pour ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'est pas bien meilleur que ça depuis ce temps-là. On a développé d'autres scores. Il y en a un, c'est 21 éléments, mais ça n'amène pas grand-chose en clinique. Donc, on peut le faire, mais dans les faits, ça ne changera pas ce qu'on va faire à la suite. On essaye de le peaufiner quand même, notre score. Une de ces peaufinages-là, c'est la tolérance à l'effort. On n'est pas trop sûr. La question préférée de l'interniste, montez-vous 2 escaliers sans être symptomatique, 2 paliers d'escalier, pardon, sans être symptomatique. Si vous le faites, vous êtes au-dessus de 4 mètres, vous avez probablement un meilleur devenir, mais on n'a pas vraiment réussi à bien prouver ça. Puis on n'a pas de grandes études où on a le score et la tolérance à l'effort qui sont combinés. Donc, difficile, mais on le fait quand même parce qu'on pense que ça peut aider si vous avez une bonne tolérance à l'effort. Tu vois, j'avais bien mémorisé ça de tes présentations quand j'étais résident parce que je pose toujours cette question-là si mes patients montent 2 étages. Fait que la pénétrance est quand même bonne. Je suis très content de ça. Juste déçu de te dire que c'est peut-être pas si utile que ça de la poser, mais je t'incite de continuer à la poser. Moi, je la pose encore. Donc, dernièrement, vous l'avez vu, donc on va appliquer un test qui est le ProBNP, qui n'est pas très cher. C'est à peu près 7 ou 8 à chaque fois qu'on le fait. Et si le BNP est élevé, ici, c'était plus de 300 mg par litre, ou ça se fait avec le NT ProBNP. Le BNP, c'est une autre valeur, mais plus souvent, dans les hôpitaux, souvent, c'est le NT ProBNP qu'on a. S'il est augmenté au-dessus de 300 pour le NT ProBNP ou BNP 92, ça augmente le risque de complications en 30 jours. Donc, 22 % dans le groupe avec un BNP anormal, 5 % dans le groupe avec un BNP normal. Pas loin de 10 % si on l'applique à l'aveugle, vont avoir un test positif. Et ça peut nous aider à ce moment-là. Donc, si vous avez un patient, puis on n'a pas vraiment de grandes, moi, je dirais ça, de grandes études qui nous montrent la combinaison de tout ça, mais si vous avez un patient qui a un RCRI à 2 ou plus, ou même des fois 1 avec des BNP positifs, mais ce sont eux qu'on va vraiment identifier comme étant les pires. Puis les recommandations canadiennes nous disent de faire ces BNP-là aussitôt que le patient a un risque, un Revised Cardiac Risk Index, donc mon questionnaire de 6 de plus de 1, ou s'il est à 45-65 ans avec un risque de maladie cardiovasculaire, de faire le BNP. En cas de BNP positif, on va aller faire une surveillance post-opératoire qui va inclure troponine pendant 2 jours et l'électrocardiogramme en salle de réveil. Je dis troponine 2 jours, c'est souvent ce qu'on fait, mais on peut se rendre même jusqu'à 3 jours de surveillance des troponines. OK, excellent. Donc maintenant qu'on a vraiment bien identifié les patients, on fait quoi avec ces patients-là? C'est là que je rencontre mes limites. Une fois qu'on les a identifiés, on peut se demander, est-ce qu'on peut changer la décision opératoire? Est-ce qu'on va faire des choses particulières en pré-op? Puis comment est-ce qu'on va les surveiller? Pour la surveillance, je vous en ai déjà parlé, on va les surveiller. Puis ceux chez qui il y a une augmentation, je vais en parler dans quelques secondes. N'oubliez pas de me poser la question tantôt parce que ce sera une autre déception que je vais vous annoncer. Mais je vais commencer par les 2 autres. Donc, est-ce qu'on peut changer la décision ou les actions à prendre en préopératoire? Pour la décision, en fait, des fois, ça peut arriver, c'est une chirurgie purement élective, puis on a un patient qui a un RCRI qui est vraiment élevé, des BNP fortement positifs. Peut-être qu'on va lui faire un petit counseling pour lui dire, êtes-vous sûr, avec compte tenu du taux qui est peut-être de 15-20 % de mortalité, morbidité préopératoire, vous voulez le faire. Donc, ça, on peut aider, mais de mon expérience avec vous, les chirurgiens généraux, c'est rare que vous opérez quelqu'un pour rien. Je dis pour rien, là. J'exagère, là, mais dans le sens que d'habitude, c'est souvent que le choix Les n'est pas tellement cancers, large. etc., l'oncologie, oui. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi à ce moment-là en préopératoire? Parce que c'est le fun qu'on l'ait identifié, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On ne fera pas grand-chose. OK? Je vais vous le dire tantôt sur on n'a pas de tests de plus qui vont nous aider à identifier davantage les patients. Les tests invasifs, donc d'aller faire un MIBI percenté, un électrocardiogramme d'effort, une échographie cardiaque ou une échographie cardiaque de stress, ça n'amènera pas grand-chose dans notre évaluation du malade. Puis même, on a essayé déjà de faire des angioplasties chez des patients avant une chirurgie. On s'est dit, on va régler le problème cardiaque, puis ça va bien aller en pério-opératoire. Mais à cause de la gestion des antiplaquettaires, à cause qu'on vient de transformer une maladie peut-être chronique en maladie plutôt active, on n'aide pas ces patients-là.
Donc, vraiment décevant. Je suis capable de vous dire, on va les identifier, on va les surveiller, mais qu'est-ce qu'on fait autre que ça? Bien, pas vraiment d'autres examens, pas de thérapie spécifique non plus. On va gérer leurs médicaments comme ce qu'on peut, et je vais y venir dans quelques secondes. On va gérer la médication, mais autre que ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais répondre moi-même à la question que je t'avais dit de ne pas oublier. Si le patient qu'on surveillait, lui, montre ses troponines après la chirurgie, bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous l'ai dit tantôt, on vient d'identifier un patient à plus haut risque de mortalité. La réponse, c'est que je ne sais pas. OK? Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va intensifier le traitement, donc antiplaquettaire s'il n'y en avait pas, des statines aussi. On va probablement vouloir le stratifier de façon non invasive une fois qu'il va être retourné chez lui pour voir quel est son pronostic global. Mais c'est une question d'intensification de traitement. Mais même là, on n'a pas de traitement spécifique. On n'a pas quelque chose à amener pour être sûr de diminuer la mortalité ou la morbidité chez ces patients-là. OK. D'abord, ça nous amène à une gestion de pilule. On est rendu où dans cette gestion-là? On est vraiment en gestion de pilule. Où est-ce qu'on est? On n'est pas bien plus loin, je te dirais, qu'il y a du temps, malheureusement. La médication cardiaque, de façon générale, on va la poursuivre. Donc, tout ce qui est bêta-bloquant, statine, nitrate, les bloquants des canaux calciques, on va les poursuivre. Si le patient n'en a pas avant la chirurgie, même s'il y a une indication, ce n'est pas clair que de commencer avant la chirurgie, ça va changer ces événements de toute façon. Donc, on va les continuer. Pour ce qui est des ISCA, des ASA, des inhibiteurs de la néprisyline, ça fait des années que tout le monde s'ostine là-dessus. Il y a eu à peu près 15 études et en gros, c'est probablement que ça ne change pas grand-chose. On sait que si on les donne le matin de la chirurgie, probablement qu'il va y avoir un petit peu plus d'hypotension per-op qui ne change rien dans le devenir post-op. Si on ne les donne pas, il n'y a pas vraiment d'effet rebond à la suite en termes d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension. Donc, de façon générale, on les continue une chirurgie à faible risque hémorragique si le patient les prend pour de l'hypertension, sinon on les cesse. Mais encore une fois, il y a une étude assez récente qui vient nous montrer, une étude française qui dit que ça ne change rien, les continuer ou les arrêter. Donc, ce que je vous dis là, peut-être dans 2 ans, ça va être autre chose. Les diurétiques, on les cesse le matin de la chirurgie, les diurétiques de l'ANS. On va les reprendre selon le contexte clinique. Pour ce qui est des thiazidiques, entre autres, ils peuvent être poursuivis en péri-opératoire. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de faire pour le PRIOP. Et là, je n'ai pas, par contre, parlé des antiplaquettaires ou des anticoagulants, mais pour la gestion de la médication usuelle cardiaque, c'est un peu ce qu'on va faire. Excellent. Donc là, c'est toute l'hypertension qui vient d'y passer, puis les gestions cardiaques. Maintenant, si on y va justement sur les antiplaquettaires. Ça aussi, ça va être facile à résumer en 30 secondes. Le En fait, double antiplaquettaire, c'est toujours celui qui nous dérange le ouais. plus. Après ça, qu'est-ce qu'on se doit allumer une cloche quand ça arrive, d'ailleurs? Oui, ben écoute, je pense que ça, c'est quelque chose de primordial, ce que tu viens d'évoquer là. En fait, de plus en plus, l'aspirine en monothérapie est poursuivie chez les patients. On sait que s'il doit être cessé 3 à 5 jours, c'est généralement suffisant. Il faut juste comprendre que même l'aspirine en monothérapie, ça augmente probablement les saignements, peut-être de 1,2 fois les saignements, mais on pense que chez les patients qui ont déjà eu une intervention coronarienne, ça diminue quand même le risque jusqu'à peut-être 50 même si c'est mal défini. Donc, généralement, on la poursuit, sauf si les chirurgies, on constate qu'elles sont vraiment très hémorragiques ou le patient, puis ça va arriver prendre de l'aspirine pour dire quelque chose en prévention primaire ou pour d'autres raisons qui sont moins bien définies, bien à ce moment, on peut la cesser. Mais le vrai nerf de la guerre, c'est généralement la combinaison d'aspirine avec une synopéridine, que ce soit le clopidogrel qu'on voit le plus souvent, mais également le ticagrelor aussi qu'on voit souvent. Pour ces médicaments-là, clairement, il y a une augmentation de l'incidence hémorragique. Puis ce qu'on va suggérer, c'est de tester au moins le deuxième agent, ne pas cesser l'aspirine, mais le deuxième agent entre 3 et 7 jours. Généralement, 5 jours, c'est pas mal la moyenne qu'on fait, avec une reprise 5 jours plus tard. C'est comme ça qu'on va minimiser le risque de saignement et également minimiser le risque thrombotique. Par contre, une chose qu'il faut comprendre, c'est que généralement, il faut regarder ça fait combien de temps que le patient prend la bithérapie. Quand ça fait moins de 3 mois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la cesser, ça dépend de l'indication, mais il faut vraiment falloir se poser la question. Alors que si ça fait plus de 3 mois, de façon générale, on peut cesser de la manière que je vous ai dit, tout en restant sécuritaire. Donc, on est passé par les antihypertenseurs, les antiplaquettaires, les statines maintenant. On fait quoi avec ça? On les continue. Évidemment, un bout de temps, il y avait une certaine part pour la rhabdomyolyse, ces choses-là, c'est loin derrière nous. Excellent. Donc là, on a fait un tour de l'hypertension, la condition cardiaque. Y a-t-il d'autres conditions, disons, vasculaires cardiaques à considérer? Oui, très rapidement, André, parce que le cœur, c'est la plus grosse partie, mais ça fait déjà quelques minutes qu'on en parle, mais juste des petites choses à savoir aussi. Mais tout d'abord, si le patient vient de faire un infarctus, de façon générale, on va vous dire d'attendre minimalement 60 à 90 jours, tout simplement parce qu'on sait que ces patients-là qui ont une maladie
active, le thrombus est encore actif, la maladie est vivante, si je peux dire. Donc, si on ajoute une insulte, qu'elle soit ischémique, inflammatoire ou quoi que ce soit, ça va moins bien se passer. Donc, on essaie de laisser le temps passer pour au moins 60 jours post-infarctus. Autre condition sur laquelle on reçoit beaucoup de questions, c'est la sténose aortique. Ce qu'il faut comprendre, la sténose aortique, la seule qui va vraiment être significative pour le périopératoire, c'est la sténose aortique qui est sévère et d'habitude qui est sévère symptomatique. C'est comme ça d'habitude qu'on va aller la chercher. C'est vraiment associé à une mortalité accrue. On va vraiment parler de mortalité entre 3 et 5 %. Ils vont moins bien tolérer l'anesthésie spinale également. Et chez les patients qui ont une valvulopathie aortique sévère symptomatique, on va même tenter, si c'est possible, de procéder au remplacement de la valve avant d'aller en chirurgie planifiée. Si on va dans cette voie-là, quand on fait le remplacement de la valve aortique parce qu'on juge que le risque est trop sévère, à partir de quand on peut opérer par la suite? Donc, si on imagine un patient en cours, là, on vient de découvrir un peu tout ça, quel genre de délai on doit lui expliquer puis prévoir à ce moment-là? Ça, il va vraiment falloir que la décision soit prise avec le patient et avec tous les autres intervenants. De façon générale, une fois que vous avez été opéré comme ça, au moins 60 jours post-opératoire, pour laisser le temps au tissu puis laisser le temps au patient de se remettre. Donc, si d'un point de vue oncologique, c'est trop tard, c'est trop de temps, ben, à ce moment-là, il est possible d'opérer des sténoses aortiques symptomatiques sévères. Il faut juste comprendre que le risque de mortalité va être augmenté au moins par 2 fois. Mais de façon générale, je dirais un 60 jours post-op, le temps de laisser le patient se remettre. Évidemment, ma question va peut-être paraître farfelue parce que c'est pas mon domaine, mais si on y va par angioplastie, est-ce que ça change quoi que ce soit ou est-ce qu'il y aurait un bénéfice puis un raccourcissement du délai à ce moment-là? Écoute, ça, c'est vraiment intéressant. Je n'avais même pas pensé de l'évoquer avant que tu poses la question. Fait que c'est une super bonne question. Oui, ça a diminué beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup moins de destruction tissulaire, beaucoup moins d'inflammation. De plus en plus, les études qui nous montrent que les interventions justement comme on peut faire minimalement invasive que les cardiologues font, à chaque fois qu'on la teste contre la chirurgie en bonne et due forme, ça semble être meilleur, peu importe la condition du patient. Donc, je pense, oui, définitivement, c'est une avenue à explorer. Les patients sont sur pied beaucoup plus rapidement, puis je pense que ça serait clairement une belle indication pour ça, oui. Maintenant, on a passé un sujet après l'autre. Si on y va sur l'hypertension, donc par exemple, pour donner un exemple, le patient arrive en préopératoire immédiat, là, il est dans la salle d'attente pour se faire opérer, puis bon, il y a 200 sur 100 de pression. On fait quoi avec ce patient-là? On le retourne chez lui, on a une solution court terme. Comment on gère son risque? En fait, ça, c'est probablement qu'il n'y a rien à faire. Okay? Je vais répondre de cette façon-là. On n'a aucune preuve qu'à court terme, des patients, même s'ils arrivent à 200, dans ton exemple, à 200 sur 100, ça change quoi que ce soit à la chirurgie. Les données qui semblent dire que oui, les patients avaient plus de complications à la suite datent des années 60, là, dans le temps qu'on avait comme 2 antihypertenseurs, puis que l'hypertension contrôlée, c'était comme 160 sur 110. Depuis ce temps-là, il n'y a absolument rien. Donc, pour le patient que tu me décris, j'aurais absolument, puis même si tu m'appelais en dire qu'est-ce que je fais avec ça, je te dirais, vas-y, tu peux l'opérer, puis on s'occupera de sa tension artérielle après. Il n'y a pas de problème à court terme. Donc, l'hypertension artérielle, contrôlée ou pas, c'est même pas un facteur de risque en périopératoire. C'est un facteur de risque sur le long terme. C'est un marathon, c'est jamais un sprint. Donc, chez ces patients-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie d'avoir une gestion de médication préopératoire intelligente pour que le patient n'arrive pas très hypertendu, parce que les patients les plus hypertendus sont ceux qui vont faire des hypotensions en préopératoire, ceux qui font le plus de chiffres tensionnels. Donc, on essaie de l'amener le plus normaux tendu possible, mais dans le contexte d'une chirurgie qui doit se faire, peu importe son niveau tensionnel, à part s'il est en crise hypertensive, là, il y a une insuffisance cardiaque, il fait un ACV ou quoi que ce soit, une dysfonction d'organe cible. Pour les autres, on peut procéder à la chirurgie. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de ligne directrice sur le niveau d'hypertension pré-op qui peut être dangereux. Exact. Parfait. Donc, si on passe aux arythmies, parce que c'est tout l'autre volet qui va venir avec l'anticoagulation puis la gestion des anticoagulants. Exact. Donc, pour ce qui est des arythmies, en fait, si le patient fait, puis celle qu'on voit le plus souvent, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, quand on la voit en préopératoire, on sait que ça augmente un petit peu les complications cardiaques, surtout en termes d'insuffisance cardiaque puis d'événements cardio-emboliques à la suite. Mais vraiment, la grosse chose à faire, c'est la gestion de l'anticoagulation. Puis ça, je pense qu'on va y venir dans quelques minutes. Je glisserais quand même un petit 45 secondes sur la FA post-opératoire parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit jusqu'à 10 des patients qui subissent une chirurgie abdominale. Qu'est-ce qu'on sait de cette fibrillation auriculaire-là? Bien, ça
confèrent un certain risque en termes d'ACV, d'infarctus et de mortalité à court et à moyen terme. La plupart, le plus de 85-90% du temps, ça va revenir en sinusale au congé dans les 3-4 premiers jours avec des thérapies assez standards. Mais la question qu'il faut se poser de façon générale, c'est est-ce qu'on doit anticoaguler ces patients-là en post-opératoire? Chez les patients qui ont des gros facteurs de risque, on se pose plus ou moins la question. On va les anticoaguler au congé. Il n'y a jamais d'urgence à les anticoaguler tout de suite, sauf si il y a quelque chose de très, très particulier, mais de façon générale, on ne les anticoagule pas. On va prendre la décision au congé. Chez les patients qui sont à faible risque cardio-embolique, on va les investiguer davantage, mais plusieurs d'entre eux vont quand même se terminer avec une anticoagulation. De plus en plus, on se rend compte que les patients qui font de la fibrillation auriculaire au pourtour de la chirurgie, c'est parce qu'ils ont un substrat arythmique en quelque part et qu'ils vont en faire quand même à la maison à la suite. Maintenant, c'est le patient qui est connu, qui a sa médication. On gère cette médication-là comment pour vouloir l'opérer, ce patient-là, puis aussi qu'il ait son anesthésie spinale si nécessaire. Là, tu m'amènes sur l'anticoagulation, André, si j'ai bien compris. L'anticoagulation, puis la gestion de l'épidurale, parce que des fois, on n'a pas Ouais. tout à fait les mêmes critères, l'anesthésiste puis le chirurgien. Et même l'interniste non plus, on n'a pas les mêmes. Ça fait de nous 3 êtres distincts à ce moment-là. Mais pour les patients donc, qui sont anticoagulés, d'ailleurs pour la fibrillation auriculaire ou pour les maladies thromboemboliques veineuses, quand on décide d'une thérapie chronique, plus de 80%, même 85% des patients vont être sous anticoagulants directs. Donc, ça va faciliter beaucoup les choses. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Dans la grande majorité des cas, cesser 48 heures avant la chirurgie va être la bonne réponse. Pour des chirurgies très, très spécifiques à très haut risque de saignement, puis généralement, on va parler de chirurgie complexe de l'œil ou de neurochirurgie, on peut se rendre à 72 heures, mais on sait que si on les cesse 48 heures pré-op, on a moins de 7%, même moins de 5% d'effets anticoagulants résiduels. Donc, ça va être suffisant. Et on va reprendre quand? On va reprendre de façon générale 48 à 72 heures, mais encore une fois, le 48 heures est probablement un chiffre que je vous recommande de retenir, sauf bien entendu s'il y a des complications hémorragiques en post-op. Mais de façon générale, un patient sous, encore une fois, divaroxaban, apixaban et doxaban, on cesse 48 heures avant, on reprend 48 heures après, c'est suffisant. Tu as déjà amené l'idée de l'anesthésie neuraxiale. Petit changement là. Pourquoi? Parce que les anesthésistes, dans leurs recommandations de leur société savante, on recommande un effet visuel de moins de 3%. Il n'y a pas de littérature pour appuyer ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les complications liées à une anesthésie neuraxiale peuvent être quand même très sévères. Il y a un hématome épidural en plus. De façon générale, on va demander 72 heures à ce moment-là. Donc, l'anesthésiste va demander 72 heures pré-op. De façon générale, il n'y a pas de grandes indications, il n'y a pas de grandes choses pour s'ostiner, de dire non, non, je tiens absolument à mon 48 heures. Donc, si on prévoit ça, 72 heures pré-op, puis le patient va pouvoir bénéficier de l'anesthésie neuraxiale. Évidemment, on parle de l'effet secondaire qui est le saignement si on l'arrête plus tard, mais aussi, c'est quoi le risque que le patient court en l'arrêtant plus longtemps? Donc là, en gros, on parle de 2 fois 48 heures, qui serait notre minimum, ce qu'on essaie de gérer. C'est quoi le risque du patient à ce moment-là? Probablement très faible. Si je prends pour dire quelque chose, une fibrillation auriculaire qui est à haut risque, imaginez le pire patient au monde, bien, il y a à peu près 15-18% de chances de faire un événement cardio-embolique par année. On ne peut malheureusement pas diviser ça par 365 puis juste se dire voici, c'est juste de même, parce qu'en chirurgie, il y a de l'inflammation qui va commencer, il y a plusieurs molécules procoagulantes qui vont arriver, donc on ne peut pas juste faire ça, mais le risque reste quand même très faible. Là, on parlait des anticoagulants. Évidemment, bon, ça vient aussi avec le très rare patient qui va être sous Coumadin. Il faut comprendre, tu as dit, les très rares patients sont quand même moins rares que ce qu'on pense, peut-être 1 sur 10 à peu près. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de montrer chez les patients qui faisaient de la fibrillation auriculaire valvulaire, ou qui ont des valves métalliques ou qui ont des syndromes antiphospholipides, que les nouveaux, je dis en nouveau, les anticoagulants directs étaient au moins équivalents. Donc, chez ces patients-là, moins de 10% probablement, mais vont être encore sous warfarine. Puis effectivement, je vais utiliser le mot pont. Là. On va se demander, on fait-tu un pont, fait-tu pas de pont, comment ça se passe? Puis évidemment, la décision va tenir compte finalement du patient puis du type de chirurgie qu'on va avoir, mais essentiellement du patient. Encore là, on peut prendre le geste du patient annuel, le diviser par 365, le multiplier, mais ça ne sera pas le bon calcul parce que vous induisez un état procoagulant pro-inflammatoire. Mais de façon générale, ce qu'il faut comprendre, aussitôt que vous voulez faire un pont, donc quand je parle de pont, juste pour être bien, bien clair, si on suspend la warfarine, mais au lieu de juste attendre que l'effet passe, on va débuter un traitement anticoagulant pour le remplacer, autant avant la chirurgie qu'après la chirurgie. Généralement, on fait ça avec une hépaline de bois promoléculaire. Le pont, là, comme ça,
on sait que ça induit un saignement, on le sait que ça induit quelque chose, puis même les saignements majeurs, on parle d'à peu près 3-4 %. Donc, vous induisez une complication qui est là en faisant ce traitement-là. Quel est le bénéfice de faire le pont? On ne le sait pas tant que ça parce qu'on n'a jamais réussi dans nos différentes études à montrer que de faire le pont amenait un bénéfice. Par contre, les études, c'était souvent chez des patients qui étaient à plus faible risque. Donc, les indications, là, si j'essaie de vous résumer ça, pour faire un pont sont maintenant beaucoup plus restreintes qu'il y a 10 ou 15 ans. Lesquelles on retient encore, c'est le patient qui est en fibrillation auriculaire à très haut risque de faire des événements cardio-emboliques. Donc, quand on parle du score de CHADS, là, que vous connaissez tous, on parle d'un score de CHADS entre 5 et 6. On parle d'un patient qui a une valve métallique en position mitrale. Donc, ces patients-là aussi, on devrait avoir ça. Un patient qui a ou des patients qui ont des vieilles valves aussi, les valves à cage à billes, ces choses-là qui n'existent plus depuis les années 80, mais si vous voyez le remplacement de valve aortique dans les années 80, pensez-y, c'est peut-être une très vieille valve. Les patients qui ont 2 valves aussi, donc mitro-aortique. Patient qui a juste une valve en position aortique, s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, ce n'est pas à haut risque. Donc, s'il n'est pas en FA ou s'il n'y a pas d'autres facteurs de ce genre-là, on n'est pas obligé de faire le pont. Donc, retenez maintenant valve mitrale, je pense que c'est elle qu'il faut le plus retenir. Et pour tout ce qui est veineux, en fait, c'est essentiellement si vous avez fait quelque chose dans les 2 à 3 derniers mois qu'on va vouloir faire le pont. Chez les autres patients, le risque n'est pas assez élevé pour justifier le 3,5-4 % de saignement qu'on va induire en faisant cette thérapie-là qui consiste à mettre des hépalines ou d'autres styles d'anticoagulants pendant le temps que la warfarine ne sera plus effective. Si on finit la gestion des anticoagulants, mon patient il saigne, puis je me rappelle très bien à l'introduction de ce qu'on appelle maintenant nouveau, disons contemporain pour les anticoagulants actuels. Là, c'était la guerre chez les chirurgiens de dire, mais là, vous n'allez pas introduire des nouveaux anticoagulants sans avoir un antidote. Puis finalement, on réalise bien que le risque a l'air pas si mal. Exact. En fait, on l'a bien vu que, l'antidote, déjà, je faire une petite parenthèse, l'antidote à la warfarine, c'est super beau sur l'INR, mais sur les issues cliniques, là, c'est franchement mauvais, là, on va se le dire. Les antidotes sur les anticoagulants directs, écoutez, ça a fait couler beaucoup d'encre quand on disait on ne peut pas en mettre, ça va mal aller, ça va mal se passer. Qu'est-ce que je fais si ça arrive? En fait, on fallait développer des antidotes, puis il y a eu une course à l'antidote. On en a développé 2, une seule qui est disponible. Puis dans les faits, on ne les donne pas. On ne les donne pas parce que de saigner ou d'avoir une chirurgie sous un anticoagulant direct sans antidote, ça se passe toujours mieux qu'une chirurgie ou un saignement sous warfarine, même avec l'antidote. Donc, on a vraiment beaucoup stressé là-dessus, mais ce qu'on voit, il y a vraiment un effet du temps, mais de plus en plus, on s'aperçoit que d'opérer des patients sous anticoagulant direct, c'est quand même plus facile que même si on a une INR qu'on a renversée. Ce n'est pas en chirurgie générale, c'est en chirurgie orthopédique, mais de plus en plus, entre autres, en fracture de hanche, des patients qui sont urgents souvent, on s'est aperçu que d'attendre la fin de l'anticoagulant direct, c'était probablement une mauvaise idée, puis on nuisait aux patients plutôt que d'aller opérer très précocement. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer en chirurgie générale, c'est 2 types de chirurgie complètement différents, mais n'empêche que oui, on a stressé beaucoup sans les antidotes, mais mieux vaut avoir un anticoagulant direct sans antidote quand même dans un contexte de chirurgie ou même de saignement un peu catastrophique. OK. Je pense que ça fait un grand tour du système cardiovasculaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient là, en pré-op, en post-op qu'il faut faire? Retenez que vous n'ayez jamais trop d'attente envers la possibilité d'un interniste de diminuer le risque de votre patient. C'est peut-être la première chose que je dirais. C'est un peu décevant. 2, par contre, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'en pré-op, on est capable d'identifier les patients chez qui ça va moins bien aller. Chez ces patients-là, par contre, ce n'est pas si clair que ça. On va les surveiller, puis si ça va très mal, on sait qu'est-ce qu'on va faire. En infarctus aigu, on est encore capable de les traiter. Mais pour les autres patients qui font seulement nous montrer un peu leur défaillance, ce n'est pas encore clair qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Ce que je dirais aussi, c'est que pendant qu'une bonne gestion de la médication en pério-opératoire, que ce soit les antiplaquettaires ou même tous les autres médicaments, ça va, on n'a pas de preuve pour ça, mais on peut vraiment penser que ça peut diminuer la morbidité pério-opératoire. Puis également que cette prise en charge-là risque d'optimiser le patient au total en vue de sa période chirurgicale. Excellent. Donc, on va prendre une courte pause, puis on revient avec Dr Mathieu Touchette de l'Université de Sherbrooke qui nous entretient sur l'optimisation péri-opératoire. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
De retour avec Dr Mathieu Touchette, on va y aller avec les autres médicaments dont on n'a pas parlé. Donc, quel genre de gestion on va faire, entre autres, pour les immunosuppresseurs, les corticostéroïdes, etc. Parfait. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, la première chose, probablement, c'est la grande majorité de la médication peuvent être continuées. Okay? Peu de choses sont vraiment délétères en période pério-opératoire. Peut-être dans les exceptions que je mettrais, tout ce qui est suppléments alimentaires et cannabinoïdes, souvent, on va parler d'au moins 1 à 2 semaines. Les suppléments, c'est pas tant parce qu'ils sont, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Donc, de façon générale, on va toujours les cesser. Une chose qui est pour l'hormonothérapie de remplacement ou les contraceptifs oraux, parce que vous opérez également des jeunes patientes, de façon générale, pour le type de chirurgie que vous allez faire, on va suggérer de les cesser 4 semaines avant, puisqu'il y a à peu près 1 fois 2 aux événements de thromboembolique. Donc, peut-être que pour une chirurgie ambulatoire qui a un très faible taux de risque de maladie thromboembolique post-op, ça peut être correct si on ne le cesse pas. Remarquez que de le cesser n'est jamais une mauvaise idée, mais pour les patientes qui devront être hospitalisées de façon générale, on va suggérer de les cesser pour 4 semaines avant et de les reprendre pas avant 4 à 6 semaines par la suite. Médicaments rhumatologiques, immunosuppresseurs, la grande majorité peuvent être continuées. On avait toujours peur du risque infectieux. Ça date depuis le méthotrexate, l'infliximab, ces choses-là. On s'est rendu compte que probablement qu'on stressait pour rien. De toute façon, quand on les cesse, eux, il y a vraiment un effet rebond qui peut survenir. Puis d'augmenter la maladie rhumatologique ou si c'est en temps post-greffe, c'est franchement pas une bonne idée. Donc, on peut quand même considérer suspendre 1 à 2 cycles si un risque infectieux qui est très élevé, les anticorps monoclonaux, mais dans la grande majorité des cas, on va pouvoir les continuer. Est-ce que ça reste donc juste un peu de l'historique chirurgical de dire que tous ces immunosuppresseurs-là augmenteraient le risque de fuite anastomotique, pour dire quelque chose? En fait, ils les augmentent probablement. Le taux est probablement moins élevé que ce qu'on pensait. C'est souvent le cas avec une plus grande utilisation, mais que le risque de rebond de maladie rhumatologique est probablement plus élevé que les taux de complications associés. Puis pour ce qui est de la corticothérapie maintenant? Corticothérapie, écoutez, tout et son contraire un peu se fait et s'écrit à ce niveau-là. Donc, si un patient, on pense qu'il y a une possibilité qu'il y ait une suppression de son axe en fait, surrénalien, donc on va suggérer de donner un équivalent de 50 mg d'hydrocortisone en préopératoire, puis 25 3 fois par jour pour les 48 heures suivantes. De façon générale, c'est suffisant pour tout ce qui est chirurgie de type chirurgie générale. Si c'est très, très élevé, mais souvent c'est les chirurgies cardiaques, on va penser à augmenter ça à des taux de 100 mg d'hydrocortisone. Penser à une supplémentation, c'est généralement les gens qui ont une prise d'équivalent de prénisone de 5 mg ou plus pour les 3 à 4 semaines dans les derniers 6 à 12 mois. Donc, le patient qui en prend de façon interrompue dans un contexte de chimiothérapie, pour dire quelque chose, il n'y aura pas d'effet sur son axe. Pour le patient qui a une exacerbation d'MPOC puis qui en a pris pendant 5 à 7 jours il y a quelques mois, lui non plus. Donc, c'est vraiment chez les patients qui vont en prendre de façon pas nécessairement très élevée, mais de façon prolongée, chez qui on va penser découvrir en périopératoire. OK. Donc, je comprends bien, tantôt, on disait que la formule sanguine, c'était pas nécessaire chez les chirurgies mineures en chirurgie d'un jour, mais les chirurgies majeures qui pourraient avoir un saignement par-opératoire, est-ce qu'il y a un intérêt à découvrir l'anémie préopératoire? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ensuite? Oui, de façon générale aussi, les patients chez qui vous craignez de faire saigner beaucoup, généralement sont anémiques déjà avant parce qu'ils ont des pathologies déjà qui vont, que ce soit le cancer, une maladie inflammatoire, nommez-la, vous avez souvent de l'anémie. Oui, ça va être intéressant d'aller la diagnostiquer. Encore une fois, vous voyez, on n'est pas dans un test de routine, on n'est pas dans du dépistage, mais on est dans du diagnostic. Donc, vraiment, la différence, toujours à voir. Pourquoi on a ça? L'anémie est clairement associée à des complications périopératoires. C'est associé à plein d'affaires, aux infarctus, au sepsis, un peu à tout ça. Et c'est pour ça qu'on espère toujours avoir des gens qui vont avoir des taux d'hémoglobine un peu plus élevés quand on va les opérer. Ceci dit, on a montré qu'avec nos thérapies, on était capable d'avoir des niveaux d'hémoglobine qui étaient plus élevés, mais on n'a pas de grandes études avec des hard endpoints que je dirais de morbidité ou de mortalité. Le faire pré-op chez ces patients-là, ça fonctionne. On sait que ça fonctionne chez la grande majorité, en tout cas, des patients pour augmenter l'hémoglobine. Le faire par os, ça prend du temps, par contre. Donc, il faut vraiment avoir 6-8 semaines devant nous. Il y a des complications, en fait, des effets secondaires, je vais le dire comme ça, constipation, tout ça. Donc, déjà, un patient qui peut avoir des difficultés au niveau digestif, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si on y va, par contre, pour le faire
en intraveineux qui se donne maintenant facilement, souvent en médecine de jour via les CLSC ou ces choses-là, puis qui n'est pas très cher non plus quand on regarde. On parle d'une 125, 150 dollars avec les doses pour quelque chose comme le Venofer. Puis déjà à 2 à 3 doses intraveineux, on augmente de façon quand même assez claire l'hémoglobine. Bien, ça fonctionne bien. On sait qu'on monte l'hémoglobine. Pas beaucoup d'évidence pour dire que le patient va franchement aller mieux en post-op. Peut-être une diminution, par contre, des transfusions sanguines, qui est quand même une issue qui est quand même assez intéressante puisque ça coûte cher, une transfusion, ne serait-ce que pour ça, en plus de l'effet immunomodulateur qu'une transfusion peut amener aussi. Donc, il y a probablement un intérêt. Puis en fait, sans que les évidences soient super là, mais je pense sincèrement qu'il y a un intérêt à élever les taux d'hémoglobine quand on a le temps chez ces patients-là. Puis souvent, le fer intraveineux est plus efficace que le fer per os et plus rapide aussi. Oui, excellent. Donc ça, c'était pour le volet pré-op. Maintenant, le volet per post-op. Donc, on a une certaine perte sanguine per-op. C'est une chirurgie, exemple, qui a été difficile. On a perdu 1 litre. Est-ce que d'emblée, on devrait faire une prescription de Venofer aux soins intensifs ou à l'étage post-op à ce moment-là? Ça, c'est très intéressant. Écoutez, un bout de temps, on avait peur du fer intraveineux, entre autres, à cause des agents infectieux puis de l'augmentation de susceptibilité aux infections, ça va dans le système réticulo-endothélial. Probablement qu'on s'inquiète pour rien, on n'a pas vraiment de grosse évidence là-dessus. Par contre, c'est vraiment l'utilisation que le patient va faire de son fer intraveineux dans un contexte inflammatoire où justement son système réticulo-endothélial est activé au maximum. Est-ce qu'il va bien l'utiliser à bon escient pour faire vraiment augmenter son hémoglobine? Ça reste pas si clair que ça. Par contre, les effets secondaires ou les effets néfastes qui peuvent être anticipés sont clairement faibles. Donc, pour un patient comme tu me décris, André, personnellement, moi, je pense que d'y aller avec du fer intraveineux déjà en post-opératoire, quand on sait que c'est dû à un saignement, puis le patient ne pourra pas remobiliser ce fer-là, je pense que c'est une belle façon d'augmenter ses réserves en fer, d'augmenter le niveau d'hémoglobine plus rapidement, peut-être de prévenir des transfusions, ce qui reste toujours une bonne chose de prévenir une transfusion, mais est-ce qu'on a des études sur des issues plus majeures que ça? Pas encore, mais si on regarde d'un point de vue fil de l'histoire, c'est assez logique. OK. Puis si on y va sur la prévention, est-ce qu'il y a un rôle à l'acide tranexamique à ce moment-là? Oui, ben, je pense que c'est passé un peu dans les mœurs dans plusieurs styles de chirurgie. Il y a une étude qui était canadienne d'ailleurs, qui a été faite avec l'acide tranexamique en opératoire, 1 gramme à l'induction, 1 gramme à la fin, qui semble diminuer, pas qui semble, en fait, qui diminue les saignements. Par la suite, on n'a pas pu démontrer, hors de tout doute, ça n'augmentait pas les complications thrombotiques, mais il n'y a pas vraiment de lumière qui allumait là-dessus. Et pour ce qui est des complications plus majeures, non plus, en termes de mortalité, ça n'a pas monté de diminution, mais là, est-ce qu'on a quand même un agent qui est efficace pour diminuer les médicaments, puis qui est testé, qui n'a pas d'effet secondaire comme tel, en tout cas qu'on n'en a pas vu de majeur. Oui. Donc là, tantôt, on l'avait un peu abordé parce que je t'avais tiré sur ça un peu d'avance, là, mais la gestion du patient qui est déjà anticoagulé, qu'on va opérer en urgence, mais ça presse. Là, j'ai besoin de l'opérer, il est anticoagulé, il faut l'opérer dans les, disons, 8 prochaines heures, là, une urgence standard. Comment on gère ça? Est-ce que c'est là où on pense au bériplex? Est-ce que si c'est un trauma, par exemple, qui est une autre catégorie, mais le patient, il saigne déjà, comment on gère tout ça? Écoute, il y a deux cas de figure. Et pour une fois, je dirais que le cas de figure de warfarin est quasiment plus facile, mais je vais commencer par le patient qui est sous anticoagulant direct parce que c'est eux qu'on voit le plus fréquemment. En fait, vous devez l'opérer rapidement et sous anticoagulant direct. Déjà, la seule bonne chose que vous pouvez faire pour savoir c'est quoi l'effet résiduel, pardon, c'est de demander au patient c'est quand il a pris sa dernière pilule. Nos tests, ça sert à peu près à rien. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. On ne le fait pas. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un patient qui saigne sous anticoagulant direct? Bien, on peut penser à l'acide tranexamique pour dire quelque chose, mais autre que ça, comme je disais, il n'y a pas vraiment d'antidote. La seule antidote qui est disponible, c'est l'idalituximab, qui est seulement pour le dabigatran, qui est maintenant moins de 5 ou 7 de la molécule anticoagulante. L'andexanet, on nous le promettait un moment donné, puis vous voyez, c'est jamais venu comme tel. Donc, pour les autres, vous n'avez pas d'antidote comme tel. Il y a des gens qui disent, ben, je peux-tu donner du Bériplex, l'Octaplex, des concentrés de facteurs, est-ce que ça va changer quelque chose? Euh, Dans les lignes directrices, je ne vous le cacherai pas, il est écrit quand vous ne savez plus quoi faire, donnez-en, puis croisez-vous les doigts. Ben, franchement, je pense qu'entre les deux, c'est le croisage de doigts qui va mieux marcher que de donner les concentrés de facteurs. En fait, la molécule est encore circulante, donc elle va venir inhiber de toute façon vos concentrés de facteurs que vous envoyez. Donc, ça ne change probablement rien, mais si on était vraiment dans le trouble,
écoutez, on peut toujours essayer, mais de façon générale, ce que tu me disais, là, c'est catastrophique. Ben, on se croise les doigts, on attend notre 8 heures, puis on va l'opérer. Donc, en gros, il faut laisser passer le temps. Exactement. Laissez le temps au temps, me semble, on peut dire ça. OK. Donc, maintenant qu'on a un peu clos le sujet de l'anticoagulation, qu'est-ce qui est de l'optimisation préopératoire? Est-ce qu'il y a un intérêt à demander aux patients d'arrêter de fumer? Puis, par exemple, puis si oui, combien de temps avant pour avoir un effet réellement bénéfique? Ça, c'est un excellent sujet, André. Puis j'aime que tu me poses la question parce qu'on sait que le tabagisme augmente à peu près toutes les morbidités post-opératoires, 1,5 à 2 fois. Puis ça nuit entre autres à la guérison des plaies. Ça a été bien démontré dans la guérison des hernies également. On sait que c'est dose dépendant. Plus le patient fume, plus il va avoir de morbidité post-opératoire. Donc, il y a vraiment un effet. Si vous réussissez à faire arrêter un patient plus de 4 semaines avant la chirurgie, vous diminuez ça d'un tiers. Puis c'est très, très intéressant, c'est prouvé, ça marche l'arrêt tabagique. Et de façon générale, les gens, en plus, quand on leur dit arrêter de fumer, ça reste un peu abstrait. Oui, mon risque cardiovasculaire va revenir pas pire dans 18-24 mois. Vous êtes dans une position privilégiée souvent pour dire, ben, tu veux-tu que ta plaie guérisse bien, tu veux-tu que les choses se passent bien? Oui, ben, arrête de fumer au moins un mois avant la chirurgie, puis ça va aider. Donc, sous-estimez pas le pouvoir que vous avez en termes d'arrêt tabagique comme chirurgien, il est immense. Maintenant, pour les complications pulmonaires, donc là, tu me disais, bon, 4 semaines pour un tiers des complications pour le tabac. Est-ce que ça, à ce moment-là, c'est surtout les complications, disons, type vasculaire? Pour ce qui est des cils bronchiques, tout ça pour les pneumonies post-op, est-ce que c'est plus tôt que ça, le bénéfice d'arrêter de fumer? Écoute, c'est pas si clair que ça que d'arrêter de fumer les gens bien longtemps avant va aider les patients d'un point de vue pulmonaire. Puis quand je dis bien longtemps, oui, on sait qu'à 12-18 mois, il y a même des effets, même non en périopératoire. Fait qu'on c'est sûr qu'en périopératoire, ça va fonctionner. Par contre, les évidences sont moins là qu'en termes de guérison de plaie ou ce qu'on aimait tout à l'heure. L'effet sur les cides en périopératoire, en fait, le pourquoi du 4 semaines vient beaucoup des certaines études quand on arrête de fumer, on tousse plus puis on crache plus. Puis tous les patients nous le disent parce que les cils reprennent leur vigueur. C'est pour ça souvent qu'on pense qu'en dedans de 4 semaines, entre autres sur les pneumonies, il y avait une augmentation de la morbidité. Ce n'est pas vrai, mais les effets bénéfiques prennent quand même 4 semaines. OK. Puis pour les autres complications pulmonaires, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des systèmes de pointage? Comment on fait pour les prédire? En fait, on est très peu capable de les prédire. On est très, très mauvais à prédire les complications pulmonaires. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'une complication pulmonaire? C'est-tu une pneumonie? C'est-tu un arrêt ventilatoire complet? C'est un petit peu d'atelectasie, c'est la radio pulmonaire. Fait qu'on ne le sait pas. On n'a à peu près rien pour les prédire. Puis encore mieux, à part l'arrêt tabagique, on n'a à peu près pas de geste utile non plus pour diminuer ces complications-là. À part de continuer les pompes chez les patients et ces choses-là, on n'a rien d'autre. L'idée de faire de l'inspiro post-op, là, c'est juste bon si vous mettez la petite machine que le patient est obligé de se lever pour aller la chercher puis de la faire. C'est sa seule utilité. Sinon, ça n'a jamais été montré efficace pour changer quoi que ce soit en termes d'atelectasie ou d'issue plus sévère. Donc, en d'autres mots, c'est un peu décevant ce que je suis en train de vous dire, mais on n'a à peu près rien pour le prédire, on n'a à peu près rien pour les prévenir. Seule exception peut-être, c'est les patients qui ont un apnée du sommeil qui est appareillé. Mais donc, ces patients-là doivent amener leur CPAP en périopératoire. Maintenant, si on va système par système, comme on disait au départ, on va vers le risque endocrinien, comment on gère le diabète en période, par exemple? Oui. En fait, le diabète, ce qui est intéressant, c'est que le mauvais contrôle en pré-op, c'est un marqueur du mauvais contrôle en post-op, mais ce n'est pas nécessairement lié directement à tous les effets indésirables. Ce qu'on sait par contre, c'est d'un point de vue complications infectieuses, si vous contrôlez mal la glycémie en post-opératoire, il va y avoir une augmentation des complications infectieuses d'à peu près 2-3 fois, surtout les infections urinaires qu'on voit. Peut-être également une augmentation de complications rénales vasculaires, mais ce n'est pas si clair que ça. Puis ce qu'on voit, ces effets-là, c'est quand les niveaux de glycémie vont être au-dessus de 10 millimoles par litre. Donc, ce qu'on va viser pour un diabète, là, je parle vraiment du diabète de type 2, contrairement à diabète de type 1, une autre game complètement. Mais en diabète de type 2, on va viser pour le post-opératoire, même précoce, parce que c'est souvent les glycémies du premier 24 heures qui sont le plus porteuses en termes de complications infectieuses. Donc, on vise des taux inférieurs à 10 à 12 millimoles par litre de taux de sucre. Pas nécessairement besoin d'être plus strict que ça. Si on change encore de système, on va vers la maladie rénale, donc l'insuffisance rénale chronique, le patient hémodialysé, comment on gère son risque à ce patient-là pour l'optimiser?
Oui, parce que l'insuffisance rénale chronique, c'est vraiment un facteur de risque non négligeable de mortalité, pas juste de morbidité post-opératoire. Donc, on parle même de x2. Souvent, c'est la volémie qu'il va falloir faire attention chez ces patients-là. Puis, il faut faire attention autant à l'hypovolémie qui peut aggraver l'insuffisance rénale, mais à l'hypervolémie aussi. Donc, d'avoir des balances liquidiennes franchement positives peuvent détériorer également leur fonction rénale. Donc, c'est des patients chez qui on va vraiment être sur un fil de fer, puis on ne veut pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. Les patients également qui sont insuffisants rénaux, ben, on a parlé déjà d'anémie, souvent sont plus anémiques. Ils peuvent, quand ils sont pris de dialyse, également être plus à risque de saignement en raison d'une dysfonction plaquettaire urémique. Et ça peut être prévenu possiblement jusqu'à un certain point par le DDAVP qu'on va donner en préopératoire. Donc, on va essayer d'augmenter notre taux de facteur von Willebrand. Sinon, pour ce qui est de la dialyse, parce que tu as amené la dialyse, donc on va vouloir dialyser ces patients-là 24 heures avant la chirurgie de façon générale. Pourquoi 24 heures? Parce qu'on veut qu'il arrive avec une volémie qui est correcte, mais également aucun effet anticoagulant résiduel. Il faut anticoaguler les patients au moins partiellement durant une dialyse. Puis on va vouloir les redialyser aussitôt que c'est correct dans un contexte post-op. Donc, une à 24 à 36 heures souvent post-op, où on va pouvoir au moins mettre une certaine quantité d'héparine dans les circuits de dialyse. OK. Donc ça allait pour l'effet chronique rénal, mais maintenant, l'insuffisance rénale aiguë qui est plutôt fréquente, mais qu'est-ce qu'on en fait comme facteur de risque? C'est important, pas tant important? Oui, l'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire, c'est un facteur de risque majeur également sur la mortalité. Ça, je pense que vous le voyez, vous le vivez également chez les patients qui sont très sévères. Ça peut aller jusqu'à 20-50 d'augmentation de la mortalité intra-hospitalière selon la gravité. C'est vraiment un continuum, donc ça dépend de l'élévation de la créatinine. Ça survient surtout chez les patients qui ont déjà une insuffisance rénale chronique, donc 3 fois plus souvent chez les patients qui ont une insuffisance chronique sous-jacente. Et les causes sont multiples, mais la plupart du temps, c'est hémodynamique. Donc, la chirurgie avec l'état inflammatoire, les troisièmes espaces, les changements volémiques, c'est souvent ça qui va amener des complications au point de vue rénal. Ce qu'on va faire, en fait, on ne peut pas tant que ça la guérir, mais quand il y a une insuffisance rénale, il faut tout de suite se revirer de bord et regarder s'il y a des néphrotoxiques à bord. Donc, on parle des diurétiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des IACA, des ASA, est-ce que le patient a eu des produits de contraste? Et quelque chose qu'on oublie de temps en temps, ce sont les antibiotiques, entre autres les pénicillines, les céphalosporines également, qui peuvent amener de l'insuffisance rénale. Bon, jusqu'à quel point par la suite on peut les substituer, on peut faire quelque chose, mais il faut au moins regarder tout ce qui peut être néphrotoxique dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë en post-op. Oui, parce que là, on parle de gros chiffres de mortalité, mais comment on gère ou comment c'est considéré la petite insuffisance rénale, en parenthèse, le patient qui avait 60 de créate pré-op, jour 1, il y a 90, puis jour 2, ben, ça a rebaissé à 80, puis à 70. Ça a-tu le même genre d'impact ou c'est pas pareil? Non, en fait, c'est un excellent point parce que tu t'écris d'emblée une petite insuffisance rénale. Je suis porté à dire que quelqu'un qui passe de 60 à 90, il vient de perdre, parce que vous vous souvenez peut-être de la courbe de la fonction rénale en lien avec les taux de créatinine, mais il vient de perdre quand même beaucoup plus de fonction rénale que le patient qui nous inquiète souvent. Celui qui passe de 350 à 425, il a perdu un néphron et demi à peu près, alors que celui qui passe de 60 à 90, il vient de perdre 50-60 de son capital néphronique. Donc, beaucoup plus inquiétant. Heureusement, quand ils n'ont pas d'insuffisance rénale chronique sous-jacente, ils sont capables de récupérer beaucoup mieux une fois qu'on réajuste le volume, qu'on cesse les néphrotoxiques. Je pense que les taux souvent vont vraiment varier, mais un doublement de créatinine, entre autres, c'est toujours très, très sévère. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas tant le chiffre de créatinine qu'il faut retenir plutôt que le nombre de fois la base que ça va se modifier. Dans l'exemple que tu as amené, quelqu'un qui est déjà en train de se corriger de façon générale, on les voit souvent, ces patients-là. C'est généralement des patients qui avaient des bons reins au début, puis si on évite les néphrotoxiques, ils vont se placer assez rapidement. Oui, donc si on y va sur un autre truc qui est très fréquent en post-opératoire, donc comment on gère la thromboprophylaxie? C'est quoi Oui, les données? Combien de temps on la garde? écoute, ça dépend beaucoup du type de chirurgie. Puis comme je disais en tout début de discussion, ben, vous faites beaucoup de choses en chirurgie générale. Ça va de tout bas, tout côté. Ben, on conseille des systèmes de pointage, hein. Je pense que la plupart, vous les avez vus, les Caprini, il y en a d'autres aussi. De façon générale, on peut les faire. Puis pas mal tous les patients qui sont en ambulatoire en chirurgie générale vont tomber sur un risque faible que vous ne ferez pas grand-chose autre que de lui dire de bouger. Et les autres patients qui vont rester en hospitalier, de façon générale, vont toujours être au moins modérés ou des fois élevés et vous allez vouloir faire une thromboprophylaxie pharmacologique. Donc, chez ces patients-là, celle qu'on va faire le plus souvent, c'est les héparines de propos moléculaires. Il ne faut pas oublier de les ajuster selon le poids. Hein, les patients de plus de 100 kg, inférieurs à 50 kg, on doit les ajuster.
Chez un patient qui a une thromboprophylaxie pharmacologique, est-ce que ça vaut la peine de mettre quelque chose de mécanique comme des bas supports ou autre chose? Non, OK, ça a été démontré. Donc, si vous êtes dans le pharmaco, pas besoin d'une deuxième façon. Si vous ne pouvez pas donner de pharmaco, là, c'est un autre game. Là, on doit faire des prophylaxies mécaniques. Et combien de temps on va la garder? C'est une des portions de ta question, André. Donc, tout le long de l'hospitalisation, on va vouloir garder cette thromboprophylaxie-là. On va vouloir la garder même plus longtemps, jusqu'à 28 jours, donc même après le congé, donc 28 jours au total, dans un contexte néoplasmique intra-abdominal. Et en absolu, le garder 28 jours en post-op versus le 5 jours à l'hôpital, par exemple. C'est quoi les données de ça? Est-ce qu'on sauve beaucoup d'événements finalement? On ne sauve pas de vie, ça dépend toujours du type d'événement. On ne sauve pas de vie. On sauve des événements symptomatiques, mais pour tous les événements, on en sauve pas loin de 30 %. Donc, il y a vraiment un effet, si on fait des Dopplers à ces gens-là, on va vraiment sauver pas mal d'événements. Les événements cliniques, c'est limite, mais on en sauve quand même. On n'a pas montré qu'on sauvait de vie, mais dans plusieurs autres données, je vais prendre encore la chirurgie orthopédique où on avait fait ces données-là au départ. On s'est aperçu qu'au tout début, ça ne semblait pas sauver de vie, mais quand on additionnait le nombre d'études, ça a fini par baisser les événements. Ce n'est pas quelque chose qui a été étudié chez des milliers et des milliers de patients, la poursuite jusqu'à 28 jours, mais chez ceux qu'on a étudié, on a quand même une diminution des événements. OK. Puis pour ce qui est de la thromboprophylaxie per-opératoire, donc c'est quoi les données pour dire combien de temps on le donne après l'épidurale? Parce que ça, c'est notre vie de tous les jours. Là. Il y a le patient, il y a une épidurale, l'anesthésiste dit non, non, pas de suite. Puis là, ces patients-là, c'est ceux-là, à tout le moins dans ma pratique, on se dit, ben, en attendant, d'abord, je vais mettre les pompes et les bas parce qu'au moins, je vais avoir couvert quelque chose. Oui. Effectivement, en fait, le sweet spot pour commencer la thromboprophylaxie, si on regardait juste les événements thromboemboliques, ça serait même avant la chirurgie. Il faudrait en donner une shot 6 heures avant. Si on regarde le spot où on est à peu près le meilleur d'un point de vue complications thromboemboliques, puis saignement aussi, bien là, ça varie dépendamment de la chirurgie entre per-op, donc à l'induction, versus 6 à 8 heures post-op. Tant qu'on est dans ce range-là, probablement qu'on n'a pas besoin de faire d'autre chose que notre thromboprophylaxie pharmacologique. Si pour une raison ou pour une autre, parce que généralement, après une épidurale, on va se tenir de faire de la prophylaxie, mais pas pour très longtemps. Mais si pour une raison ou pour une autre, on ne devrait pas en faire pour au moins je dirais 24 heures, je shiftais sur les méthodes mécaniques tant qu'on n'en peut pas faire de thromboprophylaxie pharmacologique, mais de façon générale, on va essayer d'en faire le plus tôt possible. OK. Donc, disons le 45 minutes ou 30 minutes que l'anesthésiste ne veut pas donner la thromboprophylaxie à l'induction à cause de l'épidurale, il n'y a pas d'effet si on ne donne pas d'autres éléments à ce moment-là. À part peut-être procurer un meilleur sommeil au chirurgien qui va dire j'ai vraiment tout fait. C'est pour ça que je dis c'est pas mauvais, peu importe la raison pour laquelle on veut le faire, mais pour le patient, ça ne change probablement rien. Bon, ben merci beaucoup. Écoute, merci Mathieu, ça donne vraiment une grosse revue. J'espère qu'il te reste un peu de salive pour le reste de ton après-midi. Pour toute la revue périopératoire, l'optimisation du patient, aussi essayer d'optimiser les ressources qu'on va utiliser en périopératoire pour mieux cibler les tests nécessaires. Excellent, mais écoute, ça m'a fait un grand plaisir, André. Puis comme les données changent tout le temps, réinvite-moi dans 2 ans ou 2 ans et demi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Salut.